Le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19. Mon premier invité, c'est Éric Larchevêque. C'est le roi du Bitcoin, qu'il est entrepreneur, cofondateur de la licorne Ledger. Alors avant de continuer, je vais le saluer. Bonsoir. Bonsoir. Éric Larchevêque, merci d'être là. Donc je le disais, cofondateur de Ledger. Je reçois ici souvent Pascal Gauthier. Je suis même allé chez vous, là, chez Ledger. Ouais. Fondateur de CoinHouse, c'est une plateforme d'investissement dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Et puis de la Bitcoin Society. Oui, plus récemment, oui. Plus récemment, c'est quoi la Bitcoin Society? C'est un programme présidentiel pour 2027? C'est non, quoi? C'est pas un programme présidentiel. C'est une société qui est cotée sur Euronext et qui vise à développer un écosystème autour de l'investissement, l'entrepreneuriat, permettre aux citoyens de se libérer, de s'affranchir avec le développement de leur patrimoine, avec le travail, avec l'entrepreneuriat. On fournit des services, on fournit des produits dans cet environnement-là. Mais par exemple, alors moi je veux souscrire à Bitcoin Society, je fais quoi? J'achète une action, c'est coté? Alors c'est coté en bourse, ça effectivement c'est sur les marchés, chacun peut décider d'investir. Et après je rentre dans quoi? Oui. Alors en fait, il y a des produits. On a par exemple des clubs pour entrepreneurs qui s'appellent Scale Club. On accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur business et on fait aussi beaucoup d'éducation financière. Et le principe de cette société, c'est qu'on est rattaché au standard Bitcoin. C'est-à-dire que tous les cash flows qui seront en fait les profits de la société pourront être investis en Bitcoin pour fonder un trésor à long terme. C'est un peu la base de nos objectifs sur The Bitcoin Society, comme son nom l'indique. Alors justement, ça tombe bien, j'ai deux questions avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, bien sûr. Est-ce que on voit bien que ça intéresse de plus en plus les Français, le Bitcoin? Il y a les 10% qui disent je vais investir dedans, il y en a 30% qui se disent ça m'intéresse. C'est au point que sur les marchés, c'est un élu qui me disait ça, c'est une question qu'on me pose en me disant tiens, c'est quoi votre position? C'est un sujet de campagne présidentielle presque, non? En fait, oui, bien sûr, c'est un sujet, c'est un sujet de souveraineté nationale aussi, puisqu'on parle d'actifs, d'actifs résilients, d'actifs alternatifs, potentiellement valeurs de réserve. Donc oui, bien sûr, ça fait partie, je pense, du programme présidentiel. Il faut se prononcer sur ces sujets-là, parmi d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, certes aussi très importants, mais oui, c'est un vrai sujet. Ça vous tenterait, non? Une fois, on a tenté une présidentielle, ça vous tenterait pas? Non. Rentrer en politique, vous savez que c'est le grand truc à la mode. Hein. Oui, Chaque fois qu'on voit un grand patron, on lui dit tiens, vous voulez pas diriger la France parce que les politiques, c'est vraiment pas ça? Non, mais je pense que la société civile, les entrepreneurs, là, sont en train un petit peu de sortir du bois parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose à faire en France. Il est temps de changer les choses et les entrepreneurs ont leur mot à dire. Et donc, je pense que dans les semaines et dans les mois qui viennent, on va nous entendre sur ces sujets, mais de là à aller nous-mêmes en politique, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, ça veut dire quoi? Vous êtes en train d'établir un programme avec d'autres? Non, mais en tout cas, on en discute. Vous engagez, sortir du bois, ça veut dire quoi pour vous, Éric? Ça veut dire qu'il est important d'avoir un impact sur la société, parce qu'aujourd'hui on fait le constat que la France va pas très bien, et on voit bien là dans le budget qui a été voté qu'il y a une forme de continuité dans la dérive, et il faut reprendre un petit peu le contrôle. On vit au-dessus de nos moyens, et donc il faut une approche économique libérale. C'est ce que poussent les entrepreneurs. Il faut créer de la valeur, et donc il y a tout un tas de mesures à mettre en place, et donc on espère que les politiques nous écouteront, et donc c'est dans cet esprit-là qu'on va sortir du bois. Je sais pas, il y avait Roland Lescure, le ministre de l'économie et des finances, qui était invité d'Apolline de Malherbe chez BFM TV, qui a dit au patron, au lieu de râler, engagez-vous. Vous allez vous engager auprès d'un candidat ou pas? Écoutez, on fera ce qu'il faut, parce qu'à un moment... Vous n'allez pas vous en sortir comme ça veut dire que vous avez déjà une idée ou pas? Non. Non, pour l'instant, on n'a pas d'idée. 2027 arrive bientôt, mais ce qui est certain, c'est que moi, et pas que moi, il ne s'agit pas de moi, je pense que les entrepreneurs, la société civile, je pense, devra sortir du bois, effectivement, s'engager, parce que si on ne fait rien, je pense que 2027, c'est le dernier arrêt avant le précipice, et donc il faut qu'on s'engage, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, dernier arrêt avant le précipice en mettant, il y a quelque chose pour vous, pour l'univers des cryptos, qui est quand même très difficile à vivre. Il y a une espèce de, je fais appel aux anciens et au film de Belmondo qui s'appelait Peur sur la ville, parce qu'il y a vraiment, au moins ça vous fait rigoler. Oui, je préfère en rire. Il y a vraiment une psychose des questions de sécurité. Là encore, il y avait un investisseur en Bitcoin qui habite à Dubaï. Son père, 70 ans, s'est fait rouer de coups. On en est, je crois, 6 agressions depuis le début du 2026. Oui, il y en a même beaucoup plus. Cofondateur de Ledger. David, il y a un an. Il y a un an, il a été enlevé. Voilà, à Châteauroux. Donc ça devient quand même très préoccupant, j'imagine, pour vous. Vous vivez comment?
Il y a une vraie chape de plomb, quasiment une psychose. Je pense que la plupart des entrepreneurs qui sont dans l'écosystème se posent la question de leur propre sécurité. C'est une charge mentale assez forte puisque ça implique aussi la famille, puisque comme on le voit dans les nombreux cas qu'il y a eu en janvier, et près de un quart de tous les faits de violence liés à la crypto dans le monde se sont réalisés en France. Donc il y a une véritable accélération de la violence criminelle. Tout le monde se pose la question de comment on peut faire, comment est-ce qu'on peut se sécuriser. C'est un vrai problème. C'est un problème d'attractivité pour la France. Moi, je connais des entreprises qui ont changé d'avis sur une installation en France parce qu'elles se disent que leurs salariés, les cadres dirigeants qui sont dans l'univers de la crypto ne veulent pas aller en France. Quand il y a des conférences, les gens ne vont pas en France parce qu'ils n'ont pas envie de se faire enlever. On en arrive là et c'est dramatique. Ça veut dire qu'on a perdu le contrôle. Et je ne sais pas, alors Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui est en général assez vigilant, il ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a tellement de cas, de dossiers, il se passe tellement de choses, c'est le nouveau normal. Donc je pense que maintenant, on va plus s'en émouvoir, ça va même plus en parler en actualité, tellement ça arrive. Il y a eu quasiment une affaire par jour sur le mois de janvier, diverses et variées, autour des cryptoactifs. Et donc, on est en train de perdre le contrôle. Et c'est dramatique. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire quand même qu'à ce moment-là, ça veut dire que des gens, même comme vous, même si vous êtes un peu une figure emblématique française, mais est-ce que ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal qui se disent on va peut-être éviter la France? Bien sûr, la première des questions qu'on se pose, c'est est-ce que je reste en France? Et on ne parle pas d'exil fiscal, on parle vraiment d'un exil pour simplement vivre de façon paisible, en sécurité. Et il y a des gens qui partent, les gens ne le disent pas, ils ne vont pas l'afficher, mais il y en a qui préfèrent s'expatrier parce qu'ils ne veulent plus vivre dans la peur, parce qu'on on ne demande pas forcément à l'État de nous protéger, c'est un sujet qui est compliqué et en fait, il y en a qui préfèrent partir et je les comprends. Oui. Je parlais de campagne présidentielle, évidemment. Il y a un gros sujet qui monte. Le président Macron en a parlé. Je crois même demain, il va donner une interview à Brut un peu sur ces questions de la désinformation. Parce que puis derrière, la question de la régulation des réseaux sociaux, je ne peux évidemment pas m'empêcher de vous poser la question. Comment lutter contre la désinformation? Est-ce que c'est naïf de croire qu'on peut lutter ou pas? Ou alors des pays ont les moyens de lutter contre? En fait, la seule façon de lutter, c'est l'esprit critique. Moi, je ne crois pas à une régulation, je ne crois pas au fait que l'État doive nous expliquer ce qu'on doit penser. Je suis contre la régulation des réseaux sociaux. J'entends la désinformation, j'entends le risque aussi sur les jeunes, puisqu'il y avait un sujet d'interdire les réseaux sociaux à moins de 15 ans. Vous avez vu la perquisition chez X aussi, tout à fait. Donc, ça, c'est un peu je pense, des vengeances politiques. Mais toujours est-il que, pour moi, c'est une question de responsabilité individuelle. Il faut donner les outils aux citoyens pour pouvoir comprendre ce qui se passe avec l'arrivée de l'IA, des fake news. On peut être complètement perdu et donc c'est l'esprit critique et la solution c'est pas d'attendre de l'État de nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit penser. Mais en même temps tout le monde n'a pas les moyens, vous évidemment, mais on doit éduquer et en fait le problème c'est qu'on a perdu beaucoup de batailles, on a aussi perdu la bataille de l'éducation. Il faut donner les moyens aux citoyens de pouvoir justement mieux comprendre le monde qui les entoure et pour moi la solution elle passe par ça, elle passe par mettre plutôt des moyens sur l'éducation plutôt que des moyens sur le contrôle, la norme, la régulation. Je pense que les Français en ont assez d'avoir l'État qui se mêle de tout, qui leur dise exactement ce qu'ils doivent faire. Et en plus, on sait très bien que plus il y aura des régulations, plus l'État va se mêler de ce qu'on doit faire ou penser, plus à un moment, ça devient un outil d'oppression. Donc vous êtes contre la régulation? Alors je suis contre la régulation excessive. Je ne dis pas qu'il doit y avoir aucune régulation nulle part, mais en France et en Europe, on est les champions des normes, les champions de la régulation, et ça nous met des bâtons dans les roues. En Europe aussi. En Europe, bien sûr. Est-ce que vous êtes contre le DSA, le DMA, tout ça? Vous êtes contre ou pas? Donc les règlements de contrôle. Oui, c'est un sujet assez vaste. On ne peut pas répondre pour ou contre. C'est des régulations qui. Alors oui, Philippe Corot, là, lui, il me dit clairement, je suis contre. En Europe, on régule avant même d'inventer. Non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on peut dire oui, je suis contre. En fait, ça mérite un peu plus d'explications. C'est ce que je veux dire. C'est que il faut avoir une forme minimum de régulation parce que sinon on ne peut pas y arriver, mais là on est clairement dans une régulation et des millefeuilles qui sont beaucoup trop compliquées et ça va à l'inverse de ce qu'on devrait faire en Europe où effectivement avant d'innover on régule et on est en train de perdre toutes les batailles. Enfin, j'ai l'impression de me répéter en disant qu'on perd des batailles, mais c'est à tous les niveaux, la bataille de l'IA, la bataille de la technologie, de la robotique. Il suffit d'aller voir en Chine ce qui se passe. C'est à cause de la régulation, vous pensez? Bien sûr. Oui, bien sûr. En Chine, ça doit être quand même assez régulé.
Il faut pas, non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là-bas, ils les laissent faire. Donc, il y a d'autres formes de régulation, d'autres formes d'oppression. Attention, je ne stresse pas. Là, c'est compliqué ce qui se passe en Chine, mais en France, l'IA, on a tout de suite commencé à réguler. Et c'est le premier réflexe, en fait, français, européen, de réguler dès qu'il y a quelque chose. Un problème, paf, on veut mettre en place une régulation. Mais attendez, il y a un mot que vous devez entendre quand même, c'est le mot de souveraineté numérique. Parce que nous, alors pour ceux qui ne vous voient pas à la télévision, mais qui j'ai soufflé à la radio, parce qu'on a perdu cette bataille. Non, mais c'est important d'être souverain. Évidemment qu'on a envie de. On n'est pas complètement des Américains, ça c'est clair. Bien sûr, mais en tout cas, je souffle parce que cette souveraineté, c'est pas en mettant de la régulation qu'on va y arriver. C'est pas en fait en forçant le marché. Que l'État force le marché à faire des choses, qu'on arrivera à des solutions. Il faut au contraire complètement libéraliser, il faut déréguler. C'est la seule façon d'arriver à avoir une solution qui fonctionne. Donc en fait, je pense qu'on fait tout l'inverse que ce que l'on devrait faire. La régulation doit être au contraire énormément assouplie. Elle étouffe les entrepreneurs d'un point de vue général, elle étouffe l'innovation. Et si on arrive à mettre plus de libéralisme, c'est le terme, une politique bien plus libérale à tous les niveaux, c'est ça qui aidera le pays à se redresser. Oui. Alors, vous publiez la stratégie Bitcoin, comprendre, investir et réussir aux éditions Michel Lafon et M6 aussi, parce que vous êtes évidemment M6 éditions, oui, tout à fait. Une des stars de Qui veut être mon associé. J'ai une petite question là-dessus, justement, mais on verra tout à l'heure. Bien sûr. Donc, la stratégie Bitcoin, alors, ce que je trouve bien, c'est que vous prenez vraiment les gens par la main, et puis vous leur expliquez vraiment voilà pourquoi ça existe, pourquoi ça doit exister, peut-être là-dessus qu'on a un petit désaccord. Après, vous dites comment s'y prendre, comment empêcher tous les pièges. Donc ça, c'est très instructif. Quand vous dites le Bitcoin n'est pas une réponse gratuite à une question théorique, c'est une solution radicale à un problème ancien, profond, systémique, celui de la monnaie. Ouais. Et vous dit qu'en fait, il y a une rupture de confiance, et c'est le Bitcoin qui va vous redonner de la confiance. J'ai un tout petit peu de mal à vous suivre sur la deuxième partie de votre phrase. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a une perte de confiance dans nos monnaies. Les monnaies euros, dollars, qui sont des monnaies fiat dans le sens où elles ne reposent sur rien, peuvent être imprimées à l'infini. Et dans un monde où finalement l'inflation galope, penser au long terme n'a plus de sens parce qu'on va dépenser tout de suite. Bitcoin, parce qu'il est rare, parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle une monnaie dure, un peu comme l'or, une réserve en fait de valeur. Lui force à penser dans le temps long. Et la confiance, en fait, elle ne dépend plus des États, elle ne dépend plus des tiers, elle ne dépend plus finalement de la Fed, de la BCE. Et c'est un algorithme mathématique qui gère tout ça et on peut se reposer dessus. Et c'est vraiment ce que je vais expliquer dans ce livre qui explique vraiment tout de A à Z sans aucun jargon technique. C'est vraiment pour les gens qui... c'est vraiment... Voilà, c'est pour expliquer Bitcoin, pour ceux qui se disent effectivement, j'en entends parler depuis longtemps, j'ai enfin envie de comprendre. Le livre apporte des clés et il y a aussi évidemment une thèse assez forte sur la notion de monnaie, de confiance et de pourquoi Bitcoin existe. Effectivement, en fait, tout revient là-dessus. Bitcoin existe parce qu'il répond à un véritable problème qui est celui de la confiance. Oui, vous dites ça, parce que vous dites à un moment, c'est pas un ouvrage philosophique. J'ai presque envie de dire un peu quand même. Oui, il y a une philosophie du Bitcoin et pourquoi il doit exister. En tous les cas, c'est votre vision. Oui, parce qu'en fait, il y a des valeurs de liberté, il y a des valeurs de souveraineté personnelle. Pourquoi de liberté finalement? Il y a les mêmes contraintes, c'est d'autres contraintes, mais il y a d'autres contraintes. Il faut toujours y avoir des contraintes, mais quand vous pensez avoir de l'argent, en fait, cet argent, vous ne le possédez pas. Ce que vous avez, c'est une créance. Vous pouvez y accéder tant qu'on vous autorise à y aller. Et quand tout va bien, mais dès que tout va mal, bien là, c'est là où tout se complique. Le processus se grippe. Et Bitcoin est un actif final, souverain, qu'on peut vraiment posséder. Et ça, c'est quelque chose, dans notre siècle, qui est vraiment important, de construire un patrimoine qui va être souverain, résilient, et qui va nous permettre d'avoir une solution le jour où le système, finalement, commencera à craquer. Et c'est important d'avoir ce type de réflexion. On ne peut pas faire confiance de manière aveugle. C'est un côté un peu libertarien, non, je me trompe? Évidemment, bien sûr. Il y a un côté libertarien de responsabilité individuelle, de se dire, OK, je prends en main mon patrimoine, je prends mes responsabilités, je fais une allocation en Bitcoin que je vais posséder de manière souveraine, comme ça, le jour où il y a un problème, eh bien, j'aurai quelque chose, j'aurai des fonds que je pourrai utiliser immédiatement pour protéger ma famille, pour aller ailleurs. C'est peut-être un peu paranoïaque ce que je suis en train de dire, mais on est obligé aussi de raisonner comme ça. Alors, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, mais vous avez combien d'infarctus, Éric Larchevêque ?
D'infarctus? Oui. Non, bah non. Non. Pourquoi j'aurais Non, des mais parce que infarctus? quand on voit l'évolution des cours du Bitcoin, je veux dire, c'est tout d'un coup vous êtes multimilliardaire, le lendemain vous n'êtes plus je que suis SDF, c'est multimillionnaire, ça. et après le coup d'après vous êtes en Ah non, centimes, mais quoi. Edwige, je vais vous dire une chose. Quand on a, Donc, il faut avoir le cœur bien accroché. non, mais surtout, il faut investir intelligemment en Bitcoin. Il faut investir régulièrement, rentrer sur le marché régulièrement avec des sommes raisonnables qui vont pas vous empêcher de dormir, parce que la seule façon, je dirais, de gagner, de s'enrichir entre guillemets avec le Bitcoin, c'est de ne pas spéculer et c'est d'attendre et c'est d'être dans le temps long. Il faut raisonner en années. Comme des actions en fait. Oui, alors les actions, elles peuvent évoluer. À des moments, on peut quand même prendre des décisions. Bitcoin, la meilleure stratégie pour investir, c'est acheter régulièrement des petites sommes et aller sur le temps long, sur le futur. Bitcoin, en fait, va envoyer votre argent dans le futur. Il faut le voir comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'un jour, ça baisse, un jour, ça monte. Bah, franchement, moi, ça me fait absolument rien du tout. Vous me direz, vous êtes presque un des pionniers, enfin pas oui, un des pionniers. On a vécu des hauts et des bas, on s'habitue, mais même encore tout récemment. Hein, bien donc, sûr, mais c'est une question de philosophie. Il faut voir long terme. Alors, puisqu'on y est, puisque votre livre est vraiment basé là-dessus, et encore une fois, je vous rends honneur parce que c'est rare de voir un connaisseur dans un sujet quand même très complexe nous emmener par la main. Les 2-3 conseils que vous pouvez nous donner, c'est quoi ? D'abord, dans quoi ? Dans quelle crypto ? Parce que là, on parle du Bitcoin, mais le Bitcoin, c'est une crypto. Il y en a. Oui, il y en a des centaines de milliers, il y en a plein. Mais moi, mon conseil, c'est d'investir qu'en Bitcoin. D'accord. Voilà, tout simplement. Premier conseil. C'est le premier conseil, investir en Bitcoin. Il sera toujours temps de regarder les autres plus tard. Mais en fait, avant même d'investir, il faut comprendre. Et c'est vraiment l'objet de mon livre. Moi, depuis plus de 13 ans, je répète toujours, je ne veux pas faire que les gens investissent. Je veux que les gens comprennent Bitcoin. Parce qu'une fois qu'ils auront compris Bitcoin, ils vont investir. Parce que quand on a compris ce que représente Bitcoin, on ne peut pas faire autrement. Mais c'est important de comprendre le partage de la connaissance, de l'information, de l'éducation. Et le livre, en fait, il est là-dessus. Donc, 1, c'est comprendre. 2, c'est le conseil, c'est avoir une stratégie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux ? Et une stratégie long terme, d'accord ? Ça, c'est important avec le Bitcoin de bien comprendre ça, parce qu'évidemment qu'il y a de la volatilité, qu'il y a du risque, c'est clair. Donc, il faut se projeter en long terme et ensuite investir de manière intelligente. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que c'est important de conserver ces Bitcoins en toute souveraineté. C'est-à-dire de les posséder soi-même. Si vous aviez de l'or, ce serait l'équivalent d'avoir les pièces d'or ou les lingotins chez vous, avec des processus de sécurité, avec des processus d'où les wallets, de transmission, notamment les hardware wallet Ledger. Mais c'est un actif qui est souverain et qui mérite d'être détenu en toute souveraineté. Et ce livre explique exactement comment ça marche et exactement comment il faut faire. Il faut investir en moyenne combien et sur combien de temps ? Là, ça dépend des gens et de l'appétence au risque. Sûr, mais je dirais 5%, 10% de son patrimoine en Bitcoin. Et sur combien de temps ? C'est sur une vie. C'est-à-dire que vraiment, c'est pour le futur. On va mettre chaque mois un petit peu d'argent de côté pour son futur, parce que je n'ai aucun doute que le Bitcoin, dans 5 ans, dans 10 ans, évidemment, il sera toujours là, mais surtout, il aura une valeur largement supérieure. Et vous pensez que le dollar, l'euro, tout ça, ça ne sera plus là ? Ça vaudra beaucoup moins. Si on regarde l'euro il y a 20 ans, le dollar c'est ce que vous dites, parce que dans votre livre, en fait, c'est quand même l'inflation. Vous tirez à boulet rouge sur la monnaie, problème de confiance. Oui, sur la monnaie fiat, c'est-à-dire la monnaie type euro-dollar qui n'est basée sur rien. Oui. Parce que les gens disent, mais le Bitcoin... Qui n'est plus basé sur rien. Enfin, il y a quand même quelques réserves à la Banque de France. Mais la Banque de France, c'est pas la BCE. Et on dit le Bitcoin, c'est du vent. C'est basé sur rien. En fait, non, ce sont les monnaies euro, dollars qui sont basées sur rien. Alors, il y a la notion de confiance, la confiance dans le gouvernement, mais Bitcoin, c'est exactement pareil. Bitcoin a de la valeur parce qu'on décide qu'il a de la valeur. Et pourquoi ? Parce qu'il fonctionne très bien d'un point de vue technique, il a une politique monétaire qui est vraiment bien pensée, et donc, ça crée cette confiance collective, et plus le temps passe, plus il démontre sa capacité à continuer de fonctionner, il démontre sa résilience, et plus il prend de la valeur, parce qu'il n'y a que 21 millions de bitcoins, et donc on a un bitcoin, on a un 21 millionième de tout ce qui va exister. Mais en même temps, vous créez The Bitcoin Society, Éric Larchevêque, qui est cotée, donc c'est une action qui est cotée, donc il faut acheter une action et non pas un bitcoin. Alors c'est deux choses différentes. Oui, oui, non, je suis d'accord, mais vous voyez, quand même, les bons vieux principes restent quand même d'actualité. Mais bien sûr, le Bitcoin n'est pas là pour remplacer tout ce qui existe. C'est un actif supplémentaire, résilient, alternatif, qu'on doit avoir en stratégie. Stratégie Bitcoin, il faut en avoir une. Mais sinon,
évidemment que dans la vie de tous les jours, on continue à payer en euros, on continue à créer des entreprises qui sont cotées. Le Bitcoin n'a pas pour objectif de remplacer tout ceci et de détruire tout ce qui existe. En fait, il faut qu'il y ait une concurrence des monnaies, une concurrence saine, et ça c'est important. La bonne monnaie chasse la mauvaise. Oui, et moi si je lis votre livre, enfin ce que j'ai fait, on disait que la bonne monnaie, le Bitcoin, va chasser la mauvaise monnaie, l'euro, parce qu'on est chez nous, on est en Europe pour l'instant. Oui, parce que je pense qu'il est nécessaire, d'un point de vue général, de revenir à un étalon monétaire sain. Depuis ces dernières décennies, on a trop sacrifié le futur au profit du temps présent. Et c'est malheureusement ce qu'on fait en politique. On sacrifie le futur et on est uniquement dans le temps présent, et on le voit bien avec la dette et le budget. Et donc, d'un point de vue philosophique, il faut revenir au temps long. Il faut se mettre dans le temps long, et Bitcoin, en tant que réserve de valeur monétaire dure, un peu comme était l'or il y a un siècle, peut nous permettre de retrouver cet alignement philosophique qui est nécessaire, je pense, au développement de la civilisation. J'ai une question qui est qui veut être mon associé? Ouais. Pour conclure, parce que vous êtes la star, enfin vous êtes l'historique. Oui, je fais avec voilà. Marc, on est là depuis 6 ans, c'est la 6e saison. Que aussi un habitué d'ici. Voilà, vous êtes des historiques de qui veut être mon associé. J'ai demandé des royalties grâce à M6 parce que je recevais Engelhoff il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours. Alors, il y a une petite polémique quand même qui dit en fait, voilà, vous promettez d'investir dans telle entreprise, et puis quand on regarde ensuite, Madines a fait un peu le compte, qui dit qu'en fait à l'écran il y a plus de 26 millions qui sont promis, et qu'en réalité après audit, renégociation, retrait, il n'y a que un petit peu moins de 12 millions, 11 millions 7 qui sont réellement investis. Il y a 50%, après ça dépend des investisseurs. Alors vous n'êtes pas les associés, vous êtes quoi? Si, après il faut simplement comprendre, et je pense que tous les auditeurs téléspectateurs le savent, que quand au bout d'une heure de discussion, après, on rentre quand même dans un audit. C'est-à-dire qu'on va ouvrir on va regarder sous le coffre, on va regarder le moteur, on va poser plein de questions sur les chiffres, et il va y avoir des problématiques. Dans 50% des cas où le deal ne se fait pas, c'est aussi l'entrepreneur qui finalement refuse. Parce que la valo que vous leur proposez est trop basse. Pas forcément, parce que aussi ils ont réfléchi, ils se sont dit que je veux un associé. Ça peut évoluer. Ce sont des discussions qui peuvent durer plusieurs mois. Et dans la vraie vie, les deals échouent aussi. C'est-à-dire que ce que l'on voit à la télévision est très représentatif de ce que l'on voit dans la vraie vie. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a quand même des millions qui sont investis, et c'est notre argent personnel. Donc il est normal, en tant qu'investisseur, qu'on fasse ces même audits. Pour passer à la télé, il ne faut pas que ça vous coûte trop cher, quoi. Oui. C'est pas ça. Et vous, par exemple, vous avez investi combien, vous, à titre personnel? Moi, j'ai investi 2,4 millions d'euros. D'accord. Dans une vingtaine de deals. J'ai fait 32 deals. Donc c'est pas énorme, si vous me permettez. Enfin, je serais ravi de les avoir. Non, mais vous voyez. Il y a eu 32 deals en ce qui me concerne qui ont été en plateau, en top dans la main. Oui. Il y en a 12 qui n'ont pas été au bout, donc 20 qui ont été faits. Sur les 12, il y en a 6, ce sont les entrepreneurs qui ont dit finalement je ne veux pas le faire, et 6 où j'ai dit non, je ne vais pas le faire parce que j'avais des raisons objectives de ne pas le faire, et ça a été évidemment expliqué aux entrepreneurs. Mais ça, j'investis aussi en dehors de qui veut être mon associé. Oui. Eh bien, il y a aussi exactement les mêmes discussions, et il y a des deals qui se font, des deals qui se font pas, et c'est même sain, parce que si 100% des deals se faisaient, ça voudrait dire qu'il y a un truc en fait qui est anormal, parce que ça ne correspondrait pas à la réalité de l'investissement et du terrain. Merci beaucoup. Voilà, c'est le plaidoyer à 2 plaidoyers ce soir d'Éric Larchevêque pour qui veut être mon associé, même si c'est pas concurrent sur une chaîne entre guillemets concurrente, une chaîne amie, on va dire ça comme ça. Et puis la stratégie Bitcoin, comprendre, investir, réussir, chez Michel Lafon et M6 Éditions. Et honnêtement, je trouve que c'est très très compréhensible. Donc merci. Merci beaucoup. L'évolution du Bitcoin, c'est quoi? Vous voyez ça à combien là? D'ici 5 ans, 1 million d'euros. On se reparle. Vous avez peur de rien. Merci beaucoup.